Bonjour, Gmara de Megillah, le traité de Megillah. Donc, on commence à notre page 2a. Je me suis posé la question pourquoi on commence toujours les traités, tous les traités quasiment comme, pas quasiment, mais tous les traités, a priori, commencent par la page 2. Alors, je ne me rappelle pas la réponse qu'on m'a donnée, mais j'avais une réponse à proposer. C'est peut-être Bereshit, peut-être c'est celle qu'on m'a donnée. Dans Bereshit commence par la lettre 2. Vous savez, la lettre B commence, c'est aussi le chiffre 2. Alors, puisque Bereshit commence par la lettre 2, peut-être, je propose, peut-être que les Gemara, tous les traités commencent par la lettre 2 en quelque sorte pour être un petit peu au même niveau au moins que la Torah et pas se mettre au-dessus. Je sais pas s'il existe une tradition comme celle-là. Alors, qu'est-ce que nous dit donc notre première Mishnah de notre traité de Megillah? Et nous sommes donc à la page 2a, on démarre. Alors, Mishnah. Megillah Nikret Be Yud Aleph Adar, je suppose. Alors, d'accord, c'est pas écrit Adar, c'est en commentaire. Alors, Megillah Nikret Be Yud Aleph, Be Yud Bet, Be Yud Gimel, Be Yud Dalet, Be Tedvav, Lo Pachot Velo Yoter. Alors, si on traduit textuellement, ça dit comme ça. Donc, la Megillah, elle est lue le 11, le 12, le 13, le 14 ou le 15. Donc, pas moins et pas plus. Alors en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Bon, la Megillah est lue le 11 Adar, le 12, ou bien le 13, ou bien le 14, ou bien le 15. C'est comme ça qu'ils traduisent. Alors, l'opachot velo yoter, donc ni plus tôt que le 11, ni plus tard en fait que le 15. Ça, c'est l'explication donc de la Gemara. Alors, il nous dit quand même en commentaire, parfois à l'une de ces dates, et parfois à l'autre, en fonction du lieu de l'année, comme la Mishnah va maintenant l'expliquer, nous dit Rashi. En fait, ce que nous dit Rashi ici, parce que quand on lit la Gemara, la Mishnah telle qu'elle est, on a l'impression qu'on doit lire la Megillah, du coup, le 11, le 12, le 14 et le 15. Alors justement, Rashi nous dit, parfois c'est une de ces dates, parfois c'est l'autre de ces dates, parce qu'en réalité, au niveau du texte, c'est pas écrit le ou, c'est moi qui l'ai rajouté c'est moi qui l'ai rajouté, c'est la Gemara de Hartscroll qui l'a rajouté, c'est le commentaire qui la rajoute justement sur ce que vient de dire Rashi ici. Et c'est Rashi qui est obligé donc d'expliciter un peu le texte parce que en lecture première, on a l'impression qu'il faut lire 5 fois la Megillah. Donc il nous dit que la Megillah, donc par excellence, vous savez que toutes les Megillot s'appellent Megillot. Une Megillah, c'est simplement le nom générique pour définir ce qu'est un rouleau. Mais quand on parle d'une Megillah, ça fait référence en général à la Megillah très connue, unique, entre guillemets, d'Esther. Je répète entre guillemets. Pourquoi? Parce que Megillah est un terme générique qui signifie toutes les Megillot. C'est comme Chag. Vous savez, Chag veut dire la fête. Alors ça peut être Chag Pesach, Chag Shavuot. Mais quand dans la Gemara on voit le mot Chag tout seul, ça indique uniquement Sukkot en réalité. Donc il y a un terme générique qui fait écho quand il n'est utilisé par rien d'autre pour définir ce qu'est Sukkot, c'est Chag. Donc si on voit Chag tout seul dans la Gemara, en général, ça veut dire Sukkot. Et bien de la même manière, si tu vois écrit Megillah tout seul, en général, c'est qu'on sous-entend la Megillah d'Esther. Mais il existe évidemment toutes sortes de Megillot, puisque même la Torah est un rouleau. Tout est rouleau à l'époque où on écrivait les textes. De l'époque de la Bible, s'écrivent tous sur des rouleaux. Donc vous avez le rouleau de Echa, de Jérémie, de Isaïe, si vous voulez. C'est-à-dire, tous les livres sont en fait synonymes de rouleau. En tout cas, quand on dit Megillah aujourd'hui, on parle bien, en tout cas quand c'est dit seul, sans rien d'autre, on parle évidemment de Esther. Alors la Mishnah nous explique ce que vient de dire justement notre Mishnah. La Mishnah est expliquée directement à l'intérieur. Keravin hamukafin choma mimot Yoshua binun kodin betedvav. Alors, les habitants des villes qui étaient entourées de murailles au temps de Josué, le fils de Nun, lisent la Megillah le 15 Adar. Alors, il nous parle ici Kerach. Alors, le terme hébraïque dans la Mishnah, il y a écrit Kerachin hamukafin. Donc, on a traduit ça par l'idée de ville. Mais en fait, Kerach, pour ceux qui ont déjà mangé des sandwichs en Israël, par exemple, savent qu'il s'agit en réalité d'une idée de sandwich. Et d'ailleurs, un sandwich, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui entoure la nourriture. Les karich, il me semble. Et donc, a priori, c'est la même racine. Donc, c'est l'idée de quelque chose qui est entouré. Alors, il nous explique comme ça dans Hartscroll. Le mot karich, alors karich, pas karich, kerach. Le mot kerach, kaf resh chaf final,
est employé ici dans le sens de ville et désigne en fait des villes qui sont entourées par une muraille. Onkelos le traduit par Mivtsarim. Mivtsarim, ce sont des forteresses. Dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 19. C'est là-bas qu'il le traduit comme ça, par... Alors le mot forteresse, quand on utilise le mot forteresse, comment Onkelos le traduit? Il le traduit par Kerachin. Ça veut dire que en araméen, Kerachin fait référence, Kerakin ou Kerachin, ça fait donc référence à l'idée d'une forteresse. Donc c'est toujours cette idée d'un endroit, de quelque chose qui entoure. À la page 3b, Tosfot va expliquer là-bas, il explique que c'est seulement dans le traité, ici donc dans Megillah, que Kerach va désigner en fait une ville qui est fortifiée. Parce que ailleurs, partout ailleurs dans le Talmud, ce mot fait en fait référence à une grande ville et qu'elle soit entourée ou non de murailles. Bon, en tout cas, on se connaît maintenant l'origine du mot sandwich. Voilà. Alors à part ça, donc ça désigne en fait ici une ville. Alors de quelle ville on parle puisqu'on a parlé de ville? Donc ici, les habitants des villes, nous disait donc notre Mishnah, qui étaient entourés de la muraille du temps de Josué, le fils de Nun, doivent lire la Megillah le 15. Donc on précise un peu le propos qui a été donné en préambule de notre Mishnah, puisque dans la Mishnah, texte tel qu'on l'a vu, on avait l'impression que ça devait être lu le 11, le 12, le 14, le 13, le 15 et il m'en manque un, voilà, ça on l'a dit tout. Donc le 11, le 12, 13, 14 ou 15. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous précise? Ce sont les villes entourées de murailles au temps de Josué fils de Nun, qui doivent lire la Megillah du 15. Alors il nous précise en commentaire, la ville de Shushan, par exemple, elle est entourée de murailles. Elle célébrera donc Purim le 15, comme il est enseigné dans Esther, chapitre 9, verset 18, là-bas, dans le livre d'Esther, donc dans la Megillah d'Esther originale. Au chapitre 9, verset 18, c'est là-bas qu'on apprend qu'eux, ils devront faire le 15. Et justement, Shushan était une ville entourée de murailles. Toutes les autres cités qui sont fortifiées se sont vues octroyer en fait le même statut que celle de Shushan, ainsi que cela sera expliqué à la page 2b. Donc on va voir ça bientôt. Cette règle s'applique aussi bien aux villes entourées de murailles situées en Eretz Israël que celles qui sont situées hors d'Israël. Donc si on vit dans une ville antique de je ne sais où, imaginez en Grèce, il doit bien y avoir des villes antiques, et quelqu'un il habite là-bas, et cette ville était donc entourée de murailles à l'époque de Josué, et on arrive à définir que c'était une ville qui était entourée à un moment donné de murailles, eh bien théoriquement il faudra faire là-bas aussi Purim le 15 et non pas le 14. Donc c'est ce que nous expliquait la Mishnah. On revient sur la Mishnah. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a une question posée par la... Ah voilà, une grande question même, c'est pas une petite question, donc on reprend en fait cette discussion dans un autre commentaire. Le commentaire se poursuit. Alors, pourquoi est-ce que cette loi adopte-t-elle comme critère la présence de murailles à l'époque de Josué? Ah, c'est une belle question qui vient d'être posée, puisque c'est vrai qu'on aurait pu se la poser même depuis qu'on lit la Megillah d'Esther. Après tout, la Megillah d'Esther, quand elle parle de la ville de Shushan qui était entourée, c'était à l'époque d'Esther, pas à l'époque de Josué. Or, à l'époque de Josué, c'est presque 600-700 ans avant les événements de la Megillah d'Esther. D'accord? Donc, comment ça se fait qu'on attribue finalement le statut de ville à muraille, un peu comme celle de Shushan, pour des villes qui datent de l'époque de Josué? Pourquoi avoir pas pris les villes qui dataient plutôt de l'époque de Shushan, de l'époque de Mordechai, de l'époque où se sont déroulés les événements de Purim? Alors apparemment, le facteur déterminant aurait dû être la présence du muraille au moment où les événements de la Megillah se sont déroulés, ce que nous dit évidemment le commentaire dans les mots. Alors le Yerushalmi répond que si le critère choisi avait été l'existence des murailles au moment du miracle de Purim, alors les grandes villes d'Eretz Israël auraient été classées parmi les villes qui n'étaient sans murailles, car à cette époque, leurs murailles étaient en ruine du fait de la domination babylonienne, ou plutôt de Perse, puisque les Babyloniens avaient été déjà chassés par les Perses. On va dire qu'au temps des Babyloniens, les Babyloniens ont détruit les murailles, mais quand les Perses ont pris le dessus sur les Babyloniens et qu'ils ont finalement, entre guillemets, hérité de ce que les Babyloniens avaient volé aux Juifs, ils ont récupéré les biens juifs pour leur propre avantage, eh bien, du coup, ils avaient en fait, en quelque sorte, la main mise sur les villes d'Israël. Et ces villes d'Israël, ils n'ont évidemment pas autorisé les Juifs à reconstruire quand ils les ont autorisés à retourner là-bas.
ils ne leur ont pas autorisé, en tout cas, à reconstruire des murailles autour des grandes villes d'Israël. Alors justement, nous dit ici le commentaire, très intéressant ici, pour éviter à Eretz Israël l'humiliation, parce que quelque part ça rappelle qu'elle n'a plus de murailles, pour éviter cette humiliation, il a été décidé que toutes les villes, sauf Shushan, qui avaient des murailles à l'époque de Josué, seraient considérées comme des villes fortifiées en ce qui concerne la fête de Purim, même si les murailles avaient été détruites par la suite. Donc, on considère en fait toutes les villes qui ont à un moment donné reçu des murailles. Donc, à l'époque, Jérusalem n'avait pas de murailles, elle n'en avait plus en réalité, puisqu'elles avaient été détruites par les Babyloniens depuis longtemps, et les Syriens, les Perses, pardon, n'ont pas autorisé les Juifs à les reconstruire ces murailles. Et donc, dans l'histoire d'Esther, quand on parlait de ces messagers qui sont arrivés un peu en retard, justement pour distribuer le message de délivrance en quelque sorte, et c'est pour ça que là-bas, dans les villes de murailles, ils font le 15, normalement ils sont arrivés le 14 puisqu'il n'y avait pas de... ils n'avaient pas été stoppés sur leur route pour entrer dans la ville sans murailles de l'époque, puisqu'à l'époque, je répète, il n'y avait pas de murailles. Mais on voulait éviter cette humiliation. Il précise d'ailleurs ici, sauf pour Shushan, parce que du coup, on peut imaginer qu'effectivement, à l'époque de Josué, Shushan est peut-être une ville très ancienne, mais à l'époque de Josué, ce n'était pas encore la grande ville perse protégée par des murailles, et donc, peut-être à cette époque-là, la ville de Shushan elle-même n'était pas avec des murailles, et c'est ce qu'il précise, c'est ce qu'elle a l'air de dire en tout cas dans ce commentaire. Alors ça, c'est une parole en fait du Rashba, hein, qui expliquait cette idée-là, qui a posé cette question-là, justement. Alors autre parole, cette fois-ci du Ritva, ici. En outre, puisque c'est Josué qui a conduit le peuple lors de la première bataille contre Amalek, écoutez bien, la raison ici, elle est très jolie. La première bataille contre Amalek, elle est dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, 8 à 16. Eh bien, en fait, il faut se rappeler que Haman est un descendant de Amalek et qu'au fond, ce qui s'est passé dans l'histoire d'Esther, dans le rouleau de Purim, c'est on pourrait dire une continuité d'une guerre qui s'est déroulée entre Amalek, le peuple juif, et le peuple juif. Et donc, le premier qui a commencé, en tout cas qui a combattu Amalek frontalement, c'était justement Josué. Et alors, puisque c'est Josué qui ensuite rentre en terre d'Israël, donc ils ont relié le temps de Josué avec l'événement de Amalek en quelque sorte. Et c'est ça, puisque l'histoire de Purim tourne autour de ce différend entre le Amalek et le peuple juif, enfin un différend de cette volonté d'Amalek d'exterminer les Juifs. Et la première tentative a été faite à l'époque de Josué. Et alors Josué avait gagné à l'époque, on n'en a pas fait toute une fête, mais à l'époque, les Juifs pouvaient encore se défendre. Là, ce qui s'était passé avec l'histoire de Purim, c'est qu'ils étaient a priori sans possibilité de se défendre. Et malgré tout, ils vont s'en sortir. Donc, il est là la nuance. En tout cas, le Ritva attache finalement l'ordonnance d'attacher... de déplacer la date de Purim au 15 pour les villes de l'époque de Josué, de l'époque ayant des murailles depuis l'époque de Josué, à cette première bataille contre Amalek que Josué avait menée. Donc il est juste de lier Josué à la fête qui célèbre la défaite de Haman, qui était lui-même amalécite. Voilà, comme ça il le dit avec des termes plus simples. Alors reprenons notre texte. On y va. Donc je disais, les villes entourées de murailles du temps de Josué, enfin la Mishnah disait, les villes entourées de murailles du temps de Josué, fils de Nun, lisent la Megillah le 15. Alors maintenant il nous dit ensuite, Kfarim va'ayarot gedolot korin beyud dalet, les habitants des villages et des grandes villes, eux, la lisent le 14 Adar. Alors commentaire là-dessus aussi, il s'agit en fait tout simplement de villes, ce qu'on appelle grandes villes, dans le contexte de la Mishnah ici, c'est en fait les villes qui ne sont pas entourées de murailles, nous dit le commentaire, et donc toutes les agglomérations qui n'étaient simplement pas fortifiées à l'époque de Josué, il faudra lire la Megillah là-bas, le 14. Et là, chez Akfarim makdimin leyom aknissa. Sauf, nous dit ici donc la Mishnah, que les habitants des villages peuvent quelquefois avancer la date de la lecture de Megillah au jour du rassemblement. Alors, il faut pas mal de commentaires là-dessus. Donc, normalement, ils doivent lire le 14, mais des fois, il faut avancer. Et comme l'a dit le Mishnah au tout début, ils vont l'avancer soit le 11, soit le 12 ou le 13. Donc la date, en réalité, c'est le 14. Mais des fois, on devra lire le 11, ou des fois le 12, ou des fois le 13. Alors, on va certainement expliquer ça dans les commentaires. Alors,
On va voir qu'est-ce que nous dit le commentaire, le premier ici. Il nous dit ici, jusqu'ici, la Mishnah avait désigné le jour de la lecture pour toutes les agglomérations comme étant soit le 14 ou le 15. Ceci est en contradiction avec la phrase qui est introduite la Mishnah et qui annonce en fait le 11, le 12 et le 13 comme étant des dates possibles de lecture. Alors c'est pourquoi la Mishnah explique que bien que les villages aient pour l'essentiel le même statut que les villes qui sont sans murage, ils diffèrent de celles-ci sur un point, car quelquefois, ils peuvent effectivement avancer la lecture au jour précédent le rassemblement, nous dit Rashi. C'est ce que nous dit Rashi. Donc en fait, ce passage vient nous expliquer finalement pourquoi est-ce qu'on a établi des dates comme le 11, le 12 et le 13. C'est pour certains petits villages, mais pourquoi est-ce que certains de ces villages peuvent avancer la lecture? Ça, c'est ce qui va être certainement un peu plus tard expliqué. Alors, on continue, c'est pas fini, dans le commentaire, il nous dit ici encore, on a encore deux petits commentaires à lire, enfin deux petits entre guillemets. Ezra a décrété, nous dit ici dans ce commentaire, que les tribunaux, alors ce qu'on appelle le jour de rassemblement, voilà, je répète, donc on a dit que, effectivement, sauf que les habitants des villages peuvent quelquefois avancer la date de la Megillah, donc au jour du rassemblement. Mais qu'est-ce que c'est que ce jour de rassemblement, justement? Ce que vient de citer Rashi à la fin de notre dernier commentaire. Donc Ezra, le commentaire, il dit que Ezra a décrété que les tribunaux devaient siéger le lundi et le jeudi. C'est dans Baba Kama, la page 82a, là-bas. Donc les tribunaux doivent siéger le lundi et le jeudi. Les villageois, comme ils n'avaient pas de tribunaux locaux, d'accord, ils se rassemblaient donc dans les grandes villes les lundis et les jeudis pour que les litiges y soient traités. Alors d'autres expliquent qu'ils se rassemblaient dans les villes afin d'écouter la lecture de la Torah et autres, etc. Bon, en tout cas, on voit ici qu'il y avait 2 jours distingués, il y a 2 jours qui se distinguent, c'est le lundi et le jeudi, et qu'on se sert de ces jours-là pour se rassembler du coup. Et c'était des occasions donc de se retrouver pour que les villes, à savoir que les gens qui habitaient dans les, bon, on va dire dans les banlieues, se réunissent dans les centres-villes pour aller écouter la prière en public, puisqu'ils n'avaient pas l'occasion là-bas de pouvoir avoir des lieux de prière publics, ou de rassemblement, ou des tribunaux justement, c'est ça qui est important. Et il nous dit ici, puisque souvent les villageois ne savaient pas lire eux-mêmes la Megillah, et qu'ils devaient avoir recours à une personne de la ville pour ce faire, les sages alors ont permis que la Megillah soit lue quand ils venaient en ville le jour du rassemblement. Ça leur évitait de revenir en ville le jour de Purim même. Donc ça c'est Rashi qui nous explique, c'est très intéressant comme commentaire et ça doit être probablement quelque chose qu'on va apprendre dans la suite du traité, parce qu'il nous donne une petite avance ici, mais voilà, on découvre ici par exemple, alors franchement c'est un chidouche, comme quoi tu pouvais effectivement, dans un cas où tu ne pouvais pas te déplacer, eh bien aller dans les endroits où il y avait des lectures publiques qui étaient faites, même quelques jours avant en fait finalement, enfin du moins dans les jours officiels de lecture de la Torah qui sont le lundi et jeudi, et qui sont considérés comme les jours de rassemblement. Ok, alors les commentateurs nous demandent comment une personne qui habite en ville, dont l'obligation de lecture de la Megillah est le 14, pourrait lire pour le compte des villageois une date antérieure. C'est une bonne question qui a été posée par le Ritva apparemment, Tosfot, Rav Kiva Eger, ou Touré Even. Donc c'est une question. Voilà, moi j'avais fait une conclusion, apparemment on pouvait lire avant, mais en fait non, puisque quand tu habites dans une grande ville, toi ta lecture, de toute façon, tu es dans la ville, il y a des tribunaux qui sont là en permanence dans ta ville, tu n'es pas obligé d'aller te déplacer à droite à gauche. Donc ta lecture, normalement, elle aurait dû être faite le 14. Comment tu expliques que les villageois vont venir écouter une lecture de la part de gens qui connaîtraient la Megillah parce qu'ils habitent dans les grandes villes, d'accord, parce qu'il y a plus de gens et donc il y a plus de connaisseurs là-bas, et voilà que quand tu arrives dans la ville, comment tu pourrais tomber sur quelqu'un qui va lire la Megillah plus tôt, puisque lui, il doit lire le 14, pourquoi il le lirait plus tôt? Alors certainement que quelqu'un était désigné comme officiant pour les acquitter, mais tout de même, ça semble étrange. Il faut aller voir là-bas, donc le Ritva, les Tosfot, ils ont juste posé la question ici, ils n'ont pas donné la réponse immédiate. Alors cette facilité accordée aux villageois ne concerne en fait que la lecture de la Megillah. La plupart des autres obligations relatives à Purim doivent être accomplies en temps normal, à savoir le 14, c'est ce qu'on verra ça. On verra ça à la Mishnah de la page 5a et la Braïta qui l'accompagne. Donc on verra qu'en fait, c'est uniquement sur le manque de connaissances que peuvent avoir les gens des villageois, qu'on a finalement accordé une lecture possible un lundi ou un jeudi plutôt avant la date de Purim officielle, pour leur faciliter la tâche, mais le reste des choses, ça, faire des cadeaux alimentaires, donner aux pauvres, ils peuvent le faire dans les villages, c'est pas un problème.
Alors, voilà, alors ça c'était pour les commentaires. Alors, dernier commentaire là-dessus. En traduisant Yom HaKenissa par le jour du rassemblement, ils suivent en fait, ce que précise ArtScroll, ils disent qu'ils suivent Rashi. Parce qu'il y a écrit She'akefarim mitkanesin les harayot, quand les villageois se rassemblent dans les villes. D'accord, Rashi écrit que quand il y a écrit Yom HaKnissa, c'est sous-entendu lorsque les villages se rassemblent dans les villes. Voilà, donc en fait, Yom HaKinissa, ça aurait pu être traduit le jour des... alors on pourrait dire le jour d'ouverture ou le jour de l'entrée. Ce qui est difficile à comprendre de quoi on parle, et donc Rashi a tout simplement indiqué, c'est le jour où les gens rentrent dans les villes, hein, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on traduit dans notre ArtScroll ici, ils l'ont traduit par le jour du rassemblement, une bonne traduction que nous propose ArtScroll sur la base de ce que disait Rashi. Alors, la Mishnah donc nous a expliqué tous ces points, et la Megillah donc démarre comme ça, notre traité, et il pose la question, dans la suite de la Mishnah, comment cela justement? Alors comment cela concrètement, comment t'expliques qu'ils lisent finalement plus tôt que le 14 Adar, hein, c'est ça la question. Comment est-ce que tu traduis par ce jour de rassemblement qu'ils lisent plus tôt? Comment ça se passait? Comment ça se déroulait, hein? Ketsat. Chal Yot Yuddalet Basheni. Imaginons que le 14 Adar tombe un lundi. Kfarim Va'ayarot Gedolot Korin Bobayom. Alors les habitants des villages et les grandes villes pouvaient lire la Megillah le jour même, parce que c'était le jour du rassemblement, et ils venaient ce jour-là, de toute façon, ils allaient venir à la ville, c'était prévu de venir, puisque c'est le jour où ils venaient en ville, le lundi ou le jeudi, ils venaient systématiquement en ville. Puisqu'ils ont déjà prévu de venir, ils peuvent donc lire effectivement le jour même, le 14. Nous dit ici la Gemara, en commentaire, les villageois ne peuvent avancer le jour de lecture de la Megillah que si le 14 lui-même ne tombe pas un jour de rassemblement. Quand cela se produit, avancer la lecture ne se justifie plus, c'est la Gemara qu'on verra à la page 4b, ça. Donc vraiment, on est en train de faire en avance les réponses de la Gemara pour plus tard. Donc comment ça se passait? Il nous dit ici, donc voilà, donc effectivement, quand ça tombe le 14, le lundi, les villages et les grandes villes le lisent effectivement le jour même. Mukafot Roma, les Machar et les habitants des villes qui sont entourés par les murailles, eux, ils vont lire quand? Eh ben, ils vont lire le lendemain, puisque le 15, c'est le lendemain. C'est-à-dire mardi, le 15. Chaliot Bashlishi maintenant. Donc on continue, on explique comment ça se passe. Donc Chaliot Bashlishi au Belvi. Si jamais ça tombait en même temps, donc le mardi ou le mercredi, donc si le 14 Adar tombe le mardi ou le mercredi, Kfarim Magdimin le Yom HaKenissa. Les habitants des villes avancent la lecture de la Megillah donc au jour de ce rassemblement. C'était quand justement? Donc c'est le lundi. Si ça tombe mardi, c'est le lundi. Si c'est mardi que tombe, si le mardi c'est le 14, donc lundi on sera quel jour? On sera le 13. Et si c'est mercredi qui tombe le 14, quel jour on sera? On sera le lundi le 12. Donc c'est là qu'on a effectivement le cas du 11 ou du 12 qui peuvent arriver, où des villageois vont arriver le lundi, qui précède Purim, de un jour ou de 2 jours, et donc ce sera soit le 12, soit le 13. Ve'ayarot Gedolot Korin Bobayom, mais les habitants des grandes villes, eux, lisent bien sûr le jour même, c'est-à-dire le mardi ou le mercredi, le 14 Adar. Quand c'est le 14 Adar, pour eux, de toute façon, c'est toujours le 14 Adar. C'est uniquement pour les villageois qu'on avait expliqué tout cela, justement. Mukafot Roma les Machar, et les habitants des villes entourées de la muraille lisaient le lendemain, c'est-à-dire ou le mercredi ou le jeudi, qui se trouvait être le 15 Adar. Donc là, on respecte toujours l'idée, ceux des grandes villes, ils lisent le jour même, quoi qu'il arrive. Hein. Maintenant, Haliyot Bashishi, si le 14 tombait le jeudi cette fois-ci. Ah, alors, Kfarim Va'ayarot Gedolot Korin Bobayom, alors les habitants des villageois, les habitants des villages et les grandes villes lisent le jour même, puisqu'on avait dit que les jours de rassemblement, ce sont soit le 14, soit le lundi, soit le jeudi. Puisque le 14, on avait dit tout à l'heure que quand il tombe le 14 le lundi, il lisait le jour même parce que c'était un jour de rassemblement. Puisqu'ici c'est aussi un jour de rassemblement, le jeudi, alors ils vont lire le jour même cette fois-ci. Umukafot Roma les Machar, et les habitants des villes entourées des murailles lisaient donc le lendemain, et le lendemain du jeudi, c'est un vendredi, ils lisaient le 15 Adar. Maintenant, autre cas, Chaliyot et Rev Shabbat cette fois-ci. Ah, si maintenant le 14 tombait le vendredi, la veille de Shabbat, comment ça se passe dans ce cas-là? On est la veille de Shabbat le 14. Farim Magdimin le Yom HaKenissa. Donc les habitants des villages, ils avançaient au jour qui était précédent du rassemblement.
Ça veut dire quand dans ce cas précis? Si vendredi c'est le 14, puisqu'on est la veille du Shabbat, ils doivent le lire quand? Ils doivent lire le 13, qui se trouve être un jeudi, un jour de rassemblement. Ivariarot Gedolot ou Mukafot, Roma, Corinne, Bobayom. Et les habitants des grandes villes et des villes entourées de murailles lisent donc le jour même, c'est-à-dire le vendredi lui-même qui est un 14 Adar. Alors, il faut quand même faire maintenant une petite pause commentaire. Avant ça, j'enregistre. Hop. Alors voilà, alors un petit commentaire tout de même. Alors, dans ce dernier cas qu'on vient de citer, c'est-à-dire donc on est le vendredi, hein, il y a un petit truc à dire ici. Alors, il nous dit ici, les villageois, alors par rapport à ce qu'on a dit aussi un peu précédemment, hein, c'est un double commentaire sur ce qu'on vient de dire et ce qu'on a dit avant, donc sur ce qu'on a dit à propos du jeudi et ce qu'on a dit à propos du vendredi. Alors ici, il nous précise ici que les villageois, en fait, ne sont autorisés en réalité à avancer la lecture de la Megillah qu'au jour du rassemblement qui précède immédiatement le 14 Adar. Donc quand ça tombe vendredi, c'est uniquement jeudi, par exemple, et pas plus tôt. Dans le premier exemple, quand le 14 Adar tombait le mardi, les villageois devaient lire le jour précédent, et le lundi, qui était le lundi 13. Donc le mercredi, par exemple, ils devaient lire le jour de rassemblement qui précédait, c'était aussi lundi. Voilà, c'est juste ce qu'il venait nous expliquer. Donc à ce stade, la Mishnah a expliqué comment la lecture de la Megillah pouvait avoir lieu le 12 et le 13, le 14 ou le 15 du coup. Donc dans le dernier cas, la Mishnah va donc expliquer, et c'est ce qu'on va faire maintenant, comment est-ce qu'on fait pour arriver au 11 Adar. Dans quel cas particulier on arrive au 11 Adar, c'est le dernier cas qu'on va faire à la fin. Alors il dit encore dans le commentaire, un autre commentaire, cette fois-ci on vient d'expliquer le cas du 14, hein, qui tombe le vendredi. Donc les sages ont décrété que la Megillah ne pourrait avoir lieu le Shabbat. C'est-à-dire, alors ça on va le voir à la Gemara, la page 4b, on ne fait pas de lecture Megillah de Shabbat. C'est pourquoi, même le 15 Adar, c'est pourquoi quand le 15 Adar qui tombe un Shabbat, les villes fortifiées avancent la lecture de la Megillah du 15 au vendredi 14. Donc dans les cas où, en tout cas à l'époque, les villes, quand la date arrivait le 15, on faisait la lecture vendredi. Reporter la lecture du dimanche au 16 n'est pas possible non plus. Pourquoi? Car qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset de Esther, donc le chapitre 9, verset 27, Vélo Yaravor, il y a écrit là-bas, il ne dépassera pas. C'est-à-dire que dans les préconisations du livre d'Esther sur les règles de Purim, on ne pouvait pas faire avancer, on ne pouvait pas dépasser la date. C'est-à-dire qu'on peut avancer, mais on ne peut pas dépasser la date, tout simplement. Ce qui nous enseigne que la Megillah ne devra jamais être lue plus tard que le 15, nous dit Rashi. Donc c'est plus loin. Alors, une controverse oppose les poskim à propos du jour où les habitants des villes entourées de murailles devront faire le repas de Purim quand le 15 tombe un Shabbat. Donc il y a quand même une discussion sur ce problème. Est-ce qu'on fait le repas? C'est à la page 5a, la note 1, on verra tout ça, où les décisionnaires se sont posé la question finalement, quand est-ce qu'il faut faire le repas? Parce qu'on peut avancer la lecture, comme on l'a vu. Regardez dans ce texte, on vient de dire que, dans ce cas, dans ce commentaire, on a vu qu'il va être décidé que si jamais tu habites les grandes villes et qu'il faut donc, on ne fait pas la lecture de la Megillah le Shabbat, il faut le faire plutôt, on le fait plutôt un petit peu comme les habitants des villageois, comme les villageois habitants des villages. Mais ceux qui habitent les villages, on a dit qu'ils pouvaient avancer la lecture de la Megillah, mais ça ne signifiait pas qu'ils avaient fait Purim. Ça signifiait uniquement qu'ils s'étaient acquittés de l'obligation de lire la Megillah. Mais tout le reste des obligations, comme les dons aux pauvres, les Mishloach Manot, et donc le repas de Purim, devaient se faire le 14 même, dans leur village, chacun chez soi. Eh bien ici, c'est un petit peu le même problème qui va être posé, et c'est sur ça certainement que se discutera la question de savoir si, quand on avance la lecture pour ceux qui habitent dans les villes le 15, est-ce qu'à Shabbat, on peut respecter, est-ce qu'on doit respecter ou pas les règles qu'on peut faire pendant Shabbat, comme le repas de Purim? Pourquoi ne pas faire le repas de Purim pendant Shabbat? C'est la question qui est posée ici. Bien, alors on continue notre Gemara, et on va aborder donc les deux derniers cas. Chaliyot Beshabbat maintenant. Si maintenant, le 14 Adar tombe un Shabbat, alors, il nous dit ici en commentaire avant de commencer, à l'époque de la Mishnah, quand le Beddin de Jérusalem proclamait le nouveau mois, en se basant sur l'observation de la lune, Purim pouvait tomber n'importe quel jour de la semaine, y compris le Shabbat, c'est écrit dans le Tosfot Yom Tov. Alors pourquoi est-ce qu'il nous précise cette chose-là? Parce qu'en réalité, il nous dit ici encore ce commentaire, depuis le calendrier fixe
que le calendrier fixe est entré en vigueur. Donc on a aujourd'hui un calendrier qui est fixe et ça ne change pas les dates. C'est-à-dire que du coup, à l'époque de Hillel, le deuxième, en 359 de l'ère commune, le 14 Adar ne peut plus jamais tomber un Shabbat, un lundi ou un mercredi. Donc en fait, le 14 Adar ne tombera jamais un Shabbat aujourd'hui, c'est fini. En tout cas à l'époque, quand on déterminait les Rosh Chodashim, les mois de l'année, avec le témoignage et l'apparition de la lune uniquement par le témoignage, il pouvait arriver des fois où effectivement ça pouvait tomber un Shabbat, un lundi ou un jeudi, c'est plus le cas aujourd'hui. Un lundi ou un mercredi. Il peut tomber jeudi. Mais aujourd'hui, ce sont 3 dates, hein, sachez-le. Si un jour vous avez vu une date de Purim qui tombe le lundi, le mercredi ou le Shabbat, c'est qu'il y a un problème dans votre calendrier ou dans votre calepin ou je ne sais pas qui vous a raconté une bêtise, ça n'est plus possible. Sauf évidemment si on parle du 15. En tout cas, le 14 Adar ne peut plus tomber ces 3 moments précis. Ok, alors reprenons. Donc, on va prendre le cas qui aujourd'hui n'existe plus, mais c'était le cas de la Mishnah, tout de même. Et de toute façon, ça servira pour la discussion avec le 15. Alors, si le 14 tombe Shabbat, qu'est-ce qu'on doit faire? Kfarim va'ayarot gedolot, makdimin, vekorin, yom haknissa. Ben voilà ce qui se passe. On devait, les habitants des villages et les grandes villes, avancer la lecture et liser la Megillah le jour du précédent rassemblement. Ça veut dire au jeudi, le 12 Adar. Oh, mais vous savez, c'est un chidouche pour moi là. Umukafot, Roma, les Machar, et les habitants des villes entourés de la muraille le lisaient le lendemain, c'est-à-dire le 15. Pour le cas où ça tombait effectivement le 14 à Shabbat, évidemment. Alors, c'est intéressant ce que je viens de dire là, je vais vous dire pourquoi. Parce que le chidouche ici, c'est à propos du jeudi qui précède. À propos des jeûnes, par exemple. Souvent, il y a des jeûnes qui peuvent tomber pendant Shabbat. Et la plupart du temps, l'ensemble des jeûnes, quand ils tombent Shabbat, on a l'habitude de les repousser au dimanche. D'accord? Sauf le jeûne de Purim, précisément. Pourquoi? Parce que si tu le faisais dimanche, tu le ferais en plein Purim, puisque dimanche, si le 13 Adar devait tomber Shabbat, forcément, c'est dimanche que tombe Purim. Mais du coup, si tu repousses le 13 Adar au 14, le jeûne du 13 au 14, tu es censé le faire dimanche. Mais la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi est-ce qu'on... alors du coup, à la place de le repousser, on l'avance. Et en général, tu l'avances quand? Alors, tu es censé l'avancer vendredi. Pourquoi tu ne le fais pas vendredi? Or là, non, il nous dit qu'on l'avance le jeudi. Et justement, je me suis toujours posé la question, pourquoi jeudi? Alors, souvent on m'avait répondu que c'était parce que c'est pas bien de commencer le jeûne en même temps que tu commences Shabbat. Sauf que dans la Gemara de Ta'anit, tu observes bien que il y a des jeûnes qui pouvaient tomber vendredi, ça posait pas de problème à l'époque. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit aussi qu'il te repousse en fait au jour de rassemblement. C'est-à-dire que le jeudi est un choix prémédité, de choisir non pas le jeudi par rapport au fait que vendredi c'est trop proche de Shabbat, mais plutôt par rapport au fait que tu le repousses à un jour de rassemblement. Alors ici, on le fait au niveau de la lecture, mais comme il y avait aussi une lecture publique sur les jeûnes, il est probable, peut-être, je ne sais pas encore, que c'était la raison pour laquelle on a avancé le jeûne du 13 Adar quand il tombait le Shabbat au jeudi plutôt. Alors on ne le repoussait pas parce que ça tombait à Purim, mais on l'avançait non pas au vendredi non plus, parce qu'on voulait le faire coïncider au jour de rassemblement, comme on le fait ici pour la lecture de la Megillah, au jour de rassemblement le plus proche. Bon, c'est peut-être ça. Mais la manière dont c'est expliqué, ça a l'air d'être ça. Alors, poursuivons. Donc, on avait dit, les habitants des villages et des grandes villes, donc quand ça tombe le Shabbat, leur lecture, ils doivent la lire la Megillah le jour qui précède le rassemblement, c'est-à-dire le jeudi 12. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le commentaire qu'on a déjà fait, la Megillah ne doit pas être lue le Shabbat. Voilà. Alors, c'est pourquoi, quand le 14 tombe le Shabbat, les habitants des villes lisaient la Megillah le jeudi précédent. Les villes avancent leur lecture de 2 jours au jeudi, et non pas seulement d'un jour au vendredi, car le jeudi a déjà été institué comme un jour de lecture, ne serait-ce que pour les villageois, nous dit le Ran. Donc c'est la réponse quelque part à la question que je n'avais pas posée, mais c'est un petit peu une réponse à la question que j'ai posée parce que je me suis demandé justement pourquoi pas vendredi. Il te dit ici parce que en fait on a choisi le jour du rassemblement des villageois, puisqu'il est déjà choisi en tant que jour
pour lire en avance. C'est vrai que dans les grandes villes, les gens peuvent se rassembler tous les jours, donc il n'y avait pas besoin de le mettre au jour du rassemblement. Mais puisqu'on a déjà institué que les villageois allaient lire la Megillah ce jour-là, de toute façon, alors autant faire lire tout le monde ensemble, c'est un petit peu ce que vient de nous dire ici le Ram. En tout cas, comme ça a été déjà institué comme jour pour lire la Megillah en avance, alors du coup, on a poursuivi dans cette logique de faire lire la Megillah en avance à ce moment-là. Alors, continuons. Chal liot et chal beshabbat, donc dans la suite, il nous propose maintenant le dernier cas. Si jamais le 14 tombait un jour après le Shabbat, qui se trouve être le dimanche maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le 14 Adar tombe dimanche? Alors, les villages, Kfarim Magdimim Leyom Aknissa, les villages doivent avancer leur jour au jour de rassemblement, c'est-à-dire le premier jeudi, c'est-à-dire le jeudi qui arrive avant celui-là, hein, d'accord, avant le 14 Adar. Alors c'est quand justement? Eh bien cette fois-ci c'est le 11. Voilà, on a le dernier cas, le cas qu'on avait en tout début de notre Mishnah, qui présentait étant le 11. Alors dans ce cas, on lit la Megillah pour les villageois le 11 Adar. On ne peut pas lire plus tôt, car le jour du rassemblement n'est jamais à plus de 3 jours du 14, tout simplement. Sauf si le 14 est lui-même le jour de rassemblement, auquel cas les villageois lisent le 14 et n'avancent pas du tout leur jour de lecture, nous dit Rashi, mais ça on l'avait vu précédemment, même dans les termes de la Mishnah. Très bien, alors je reprends donc le dernier passage qui nous expliquait d'où vient ce 11 Adar, ben voilà, c'est celui-là. Quand le 14 tombait à une époque le Shabbat, il pouvait y avoir la lecture le jeudi, au jour du rassemblement, Verayarot, Gedolot, donc, et les grandes villes, Korin Bo Bayom, les grandes villes, eux, c'est-à-dire les villes qui étaient entourées de murailles, eux lisaient le jour même, d'accord? Ah non, non, alors les villes normales, pardon, lisaient le jour même, c'est-à-dire les villes qui n'avaient pas de murailles, ou Mukafot, Roma, les Machar, et les villes qui avaient une muraille, elles, entourées de murailles, eux le lisaient le lendemain, c'est-à-dire le lundi 15, puisque c'était une date tout à fait normale pour eux. Voilà, alors on va s'arrêter là pour cette première vidéo de la Mishnah et de la Gemara de Megillah. Bienvenue dans le traité de Megillah, et je vous dis à la prochaine. On vient de finir la Mishnah, on commencera la Gemara dans la prochaine vidéo.